lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, 3 lectures de Pierre Bayard. Le plagiat par anticipation, comment parler des livres que l'on n'a pas lus, et enquête sur Hamlet, le dialogue de sourds. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, de Pierre Bayard. Prologue. Né dans un milieu où on lisait peu, ne goûtant guère cette activité et n'ayant de toute manière pas le temps de m'y consacrer, je me suis fréquemment retrouvé, suite à ces concours de circonstances dont la vie est coutumière, dans des situations délicates, où j'étais contraint de m'exprimer à propos de livres que je n'avais pas lus. Enseignant la littérature à l'université, je ne peux en effet échapper à l'obligation de commenter des livres que la plupart du temps je n'ai pas ouverts. Il est vrai que c'est aussi le cas de la majorité des étudiants qui m'écoutent. Mais il suffit qu'un seul ait eu l'occasion de lire le texte dont je parle pour que mon cours en soit affecté et que je risque à tout moment de me trouver dans l'embarras. Par ailleurs, je suis appelé régulièrement à rendre compte de publications dans le cadre de mes livres et de mes articles qui, pour l'essentiel, portent sur ceux des autres. Exercice encore plus difficile puisque, au contraire des interventions orales, qui peuvent sans conséquence donner lieu à des imprécisions, les commentaires écrits laissent des traces et peuvent être vérifiés. En raison de ces situations devenues pour moi familières, j'ai le sentiment d'être assez bien placé, sinon pour délivrer un véritable enseignement, du moins pour communiquer une expérience approfondie de non-lecteur et engager une réflexion sur ce sujet tabou. Réflexion qui demeure souvent impossible en raison du nombre d'interdits qu'elle doit enfreindre. Accepter de communiquer ainsi son expérience ne va pas en effet sans un certain courage. Et il n'est pas étonnant que si peu de textes vantent les mérites de la non-lecture. C'est que celle-ci se heurte à toute une série de contraintes intériorisées qui interdisent de prendre de front la question, comme je tenterai de le faire ici. 3 au moins sont déterminantes. La première de ces contraintes pourrait être appelée l'obligation de lire. Nous vivons encore dans une société en voie de disparition, il est vrai, où la lecture demeure l'objet d'une forme de sacralisation. Cette sacralisation se porte de manière privilégiée sur un certain nombre de textes canoniques. La liste varie selon les milieux, qu'il est pratiquement interdit de ne pas avoir lu, sauf à être déconsidéré. La seconde contrainte, proche de la première mais cependant différente, pourrait être appelée l'obligation de tout lire. S'il est mal vu de ne pas lire, il l'est presque autant de lire vite, ou de parcourir et surtout de le dire. Ainsi sera-t-il quasiment impensable pour des universitaires de lettres de reconnaître, ce qui est pourtant le cas de la plupart d'entre eux, qu'ils n'ont fait que feuilleter l'œuvre de Proust sans la lire intégralement. La troisième contrainte concerne le discours tenu sur les livres. Un postulat implicite de notre culture est qu'il est nécessaire d'avoir lu un livre pour en parler avec un peu de précision. Or, d'après mon expérience, il est tout à fait possible de tenir une conversation passionnante à propos d'un livre que l'on n'a pas lu, y compris et peut-être surtout avec quelqu'un qui ne l'a pas lu non plus. Plus encore, comme il apparaîtra au fil de cet essai, il est même parfois souhaitable, pour parler avec justesse d'un livre, de ne pas l'avoir lu en entier, voire de ne pas l'avoir ouvert du tout. Je ne cesserai d'insister en effet sur les risques fréquemment sous-estimés, qui s'attachent à la lecture pour celui qui souhaite parler d'un livre, ou mieux encore d'en rendre compte. Ce système contraignant d'obligations et d'interdits a pour conséquence de générer une hypocrisie générale sur les livres effectivement lus. Je connais peu de domaines de la vie privée, à l'exception de ceux de l'argent et de la sexualité, pour lesquels il est aussi difficile d'obtenir des informations sûres que pour celui des livres. Dans le milieu des spécialistes, en raison de la triple contrainte que je viens de signaler, le mensonge est général, puisqu'il est à la mesure de l'importance qui occupe le livre. Si j'ai peu lu moi-même, je connais suffisamment certains livres, je pense là aussi à Proust, pour pouvoir évaluer dans les conversations avec mes collègues s'ils disent ou non la vérité quand ils en parlent, et pour savoir que tel est rarement le cas.
Mensonges aux autres, mais aussi et sans doute d'abord mensonges à soi-même. Tant il est parfois difficile de reconnaître devant soi-même que l'on n'a pas lu tel livre considéré comme essentiel dans le milieu que l'on fréquente. Et tant est grande, dans ce domaine comme dans d'autres, notre capacité à reconstruire le passé pour le rendre plus conforme à nos yeux. Ce mensonge général qui s'instaure dès que l'on parle des livres est l'autre face du tabou qui pèse sur la non-lecture et du réseau d'angoisse, sans doute venu de notre enfance, qui le sous-tendent. Aussi est-il impossible d'espérer se sortir indemne de ce genre de situation sans analyser la culpabilité inconsciente que suscite l'aveu de n'avoir pas lu certains livres. Et c'est à la soulager, au moins partiellement, que cet essai voudrait s'attacher. Réfléchir sur les livres non lus et les discours qu'ils font naître est d'autant plus difficile que la notion de non-lecture n'est pas claire, et qu'il est donc par moments difficile de savoir si l'on ment ou non quand on affirme avoir lu un livre. Cette notion implique en effet d'être en mesure d'établir une séparation nette entre lire et ne pas lire, alors que de nombreuses formes de rencontres avec les textes se situent en réalité dans un entre-deux. Entre un livre lu avec attention et un livre que l'on n'a jamais eu entre les mains et dont on n'a même jamais entendu parler, de multiples degrés existent qu'il convient d'examiner avec soin. Il importe ainsi de porter intérêt pour les livres prétendument lus à ce que l'on entend exactement par lecture, celles-ci pouvant en fait renvoyer à des pratiques très différentes. A l'inverse, de nombreux livres apparemment non lus ne sont pas sans exercer des effets sensibles sur nous, par les échos qui nous en parviennent. Cette incertitude de la limite entre lecture et non-lecture me contraindra à réfléchir de façon plus générale sur nos modes de fréquentation des livres. Ainsi, ma recherche ne se limitera-t-elle pas à mettre au point des techniques permettant d'échapper à des situations de communication difficiles. Elle visera en même temps à élaborer par l'analyse de ces situations les éléments d'une véritable théorie de la lecture, attentive à tous ceux qui en elle, failles, manques, approximations, relèvent au rebours de l'image idéale qui en est souvent donnée d'une forme de discontinuité. Ces quelques remarques conduisent logiquement au plan de cet essai. Je commencerai dans une première partie par détailler les grands types de non-lecture, qui ne se réduisent donc pas au simple fait de garder le livre fermé. Les livres que l'on a parcourus, ceux dont on a entendu parler, ceux que l'on a oubliés, relèvent eux aussi, à des degrés divers, de cette catégorie très riche de la non-lecture. Une seconde partie sera consacrée à l'analyse de situations concrètes dans lesquelles nous pouvons être conduits à parler de livres que nous n'avons pas lus. S'il n'est pas question de faire un tour exhaustif de la multitude de cas de figure auxquels la vie nous confronte dans sa cruauté, quelques exemples significatifs, parfois empruntés de manière déguisée à mon expérience personnelle, peuvent permettre de révéler des similitudes sur lesquelles je m'appuierai ensuite pour avancer mes propositions. La troisième partie, la plus importante, est celle qui a motivé l'écriture de cet essai. Elle consiste en une série de conseils simples, rassemblés tout au long d'une vie de non-lecteur. Ces conseils visent à aider celui qui rencontre ce problème de communication à le résoudre le mieux possible et même à tirer profit de cette situation tout en lui permettant de réfléchir en profondeur sur l'activité de lecture. Mais ces remarques ne conduisent pas seulement à la structure d'ensemble de cet essai. Elles incitent aussi à tenir compte du rapport étrange à la vérité que suscite le fait de parler des livres et de l'espace singulier qui se situe alors. Afin d'aller au fond des choses, il me paraît nécessaire de modifier sensiblement la manière même de parler des livres, et jusqu'aux mots employés pour les évoquer. Fidèle à la thèse générale de cet essai, qui veut que la notion de livre lu soit ambiguë, j'indiquerai dorénavant, en note sous forme abrégée, pour tous les livres que je cite ou que je commente, le degré de connaissance que j'en ai personnellement. Cette série d'indications, qui seront explicitées au fur et à mesure, est destinée à compléter celles qui figurent traditionnellement en bas de page et par lesquelles l'auteur signale les livres qu'il est censé avoir lus. Or, comme je le montrerai à partir de mon exemple personnel, nous parlons souvent de livres que nous connaissons mal, et c'est tenter de rompre avec une représentation fausse de la lecture que de préciser à chaque fois ce que nous en savons.
Cette première série d'indications sera complétée par une seconde, visant à exprimer l'avis que je porte sur les livres cités, qu'ils me soient ou non passés entre les mains. Il n'y a en effet aucune raison, dès lors que je soutiens l'idée que l'appréciation d'un livre n'implique pas sa lecture préalable, pour que je m'interdise de donner mon opinion sur ceux qui traversent le mien, même si je les connais mal ou n'en ai jamais entendu parler. Ce nouveau système de notation, dont j'espère qu'il sera un jour adopté largement, vise à rappeler en permanence que notre relation au livre n'est pas ce processus continu et homogène, dont certains critiques nous donnent l'illusion, ni le lieu d'une connaissance transparente de nous-mêmes, mais un espace obscur, hanté de bribes de souvenirs, et dont la valeur, y compris créatrice, tient aux fantômes imprécis qui y circulent. Des manières de ne pas lire. Chapitre 1er. Les livres que l'on ne connaît pas. Où le lecteur verra qu'il importe moins de lire tel ou tel livre, ce qui est une perte de temps, que d'avoir sur la totalité des livres ce qu'un personnage de Musil appelle une vue d'ensemble. Il existe plus d'une manière de ne pas lire, dont la plus radicale est de n'ouvrir aucun livre. Cette abstention complète concerne en fait pour chaque lecteur, aussi assidu soit-il à cet exercice, la quasi-totalité des publications, et à ce titre constitue notre principal mode de relation à l'écrit. On ne peut en effet oublier que même un grand lecteur n'a jamais accès qu'à une proportion infime des livres existants, et se trouve donc en permanence, sauf à cesser définitivement toute conversation et toute écriture, contraint à s'exprimer à propos de livres qu'il n'a pas lus. En poussant cette attitude à l'extrême, on obtiendrait le cas d'un non-lecteur intégral, qui n'ouvrirait jamais aucun livre, mais ne s'interdirait pas pour autant de les connaître et d'en parler. Tel est le cas du bibliothécaire, de l'homme sans qualité, personnage secondaire du roman, mais essentiel pour notre propos par la radicalité de sa position et le courage avec lequel il n'hésite pas à la théoriser. Le roman de Musil se passe au début du siècle précédent, dans un pays nommé Kakani, transposition humoristique de l'Empire austro-hongrois. Un mouvement patriotique, l'Action parallèle, s'est fondé autour de l'idée de profiter du proche anniversaire de l'empereur pour le fêter dignement, tout en faisant de cette célébration un exemple rédempteur pour le reste du monde. Les responsables de l'Action parallèle, présentés par Musil comme des pantins ridicules, sont donc tous à la recherche d'une pensée rédemptrice, qu'ils ne cessent d'évoquer dans une phraséologie d'autant plus vague qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'elle pourrait être, ni de la manière dont elle serait susceptible d'exercer, en dehors de leur pays, une fonction salvatrice. Parmi ces responsables de l'Action parallèle, l'un des plus ridicules est le général Stumm, en allemand muet. Celui-ci s'est promis de trouver avant les autres cette pensée rédemptrice et d'aller l'offrir à la femme qu'il aime, Diotim, autre personnalité en vue de l'Action parallèle. Ouvrez les guillemets. Tu te souviens que je me suis mis en tête de déposer au pied de Diotim la pensée rédemptrice qu'elle cherche. Il semble évidemment qu'il y ait un grand nombre de pensées importantes, mais il faut bien finalement qu'il y en ait une plus importante que toutes les autres. La simple logique l'exige. Il ne s'agit donc que d'y mettre de l'ordre. Peu au fait des idées et de leur maniement, et moins encore des procédés permettant d'en inventer de nouvelles, le général décide de se rendre à la bibliothèque impériale. Lieu a priori idéal pour se procurer des pensées insolites, afin d'être renseigné sur les forces de l'adversaire, et de mettre la main de la manière la plus organisée possible sur l'idée originale qu'il recherche. La visite de la bibliothèque plonge cet homme peu familier des livres dans une grande angoisse, en le confrontant à un savoir qui ne lui offre aucun repère, et sur lequel il ne peut avoir de prise complète, alors qu'il est, en tant que militaire, habitué à dominer. Ouvrez les guillemets. Nous avons parcouru les rangs de ce colossal magasin, et je puis te le dire, ça ne m'a pas autrement frappé. Ces rangées de livres ne sont pas plus impressionnantes qu'une parade de garnison. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des calculs dans ma tête, avec un résultat assez inattendu. Je m'étais dit avant d'entrer, vois-tu, que si je me mettais à lire un livre par jour, ce qui serait évidemment très astreignant, je finirais bien par en venir à bout un jour ou l'autre, et je pourrais alors prétendre à une certaine situation dans la vie intellectuelle, même si j'en sautais un de temps en temps.
Mais que penses-tu que me réponde le bibliothécaire quand je vois que notre promenade s'éternise et lui demande combien de volumes contenait exactement cette absurde bibliothèque ? 3,5 millions, me répondit-il. Au moment où il me dit cela, nous en étions à peu près au 700 millième. Dès ce moment, je n'ai plus cessé de calculer. Je t'en épargne le détail. De retour au ministère, j'ai repris encore une fois le calcul, avec un crayon et du papier. De la manière que j'avais envisagée, il m'aurait fallu 10 000 ans pour venir à bout de mon projet. Cette rencontre, avec l'infini des lectures possibles, n'est pas sans rapport avec l'idée d'encourager à ne pas lire. Comment ne pas se dire, face au nombre incalculable de livres publiés, que toute entreprise de lecture, même multipliée sur l'ensemble d'une vie, est parfaitement vaine au regard de tous les livres qui demeureront à jamais ignorés. La lecture est d'abord la non-lecture, et même chez les grands lecteurs, qui consacrent leur existence, le geste de saisie et d'ouverture d'un livre masque toujours le geste inverse, qui s'effectue en même temps, et échappe de ce fait à l'attention, celui involontaire, de non-saisie et de fermeture de tous les livres qui auraient pu, dans une organisation du monde différente, être choisis à la place de l'heureux élu. Si l'homme sans qualité rappelle les termes de ce vieux problème qui croise la culture et l'infini, il présente aussi l'une des solutions possibles, celle qu'a adoptée le bibliothécaire auquel a affaire le général Stumm. Il a en effet trouvé le moyen de s'orienter, sinon dans tous les livres du monde, au moins dans les millions de livres que comporte sa bibliothèque. Sa technique d'une grande simplicité est aussi très simple à appliquer. Comme je le tenais toujours par son veston, le voilà qui tout à coup se redresse, comme s'il devenait trop grand pour son pantalon flottant, et me dit d'une voix qui s'attardait significativement sur chaque mot, comme s'il allait maintenant révéler le secret de ses murs. « Mon général, vous voulez savoir comment je puis connaître chacun de ces livres ? Rien n'empêche de vous le dire, c'est parce que je n'en lis aucun. » D'où l'étonnement du général, confronté à ce bibliothécaire d'un genre particulier qui veille soigneusement à ne rien lire, non par inculture, mais au contraire pour mieux connaître ses livres. Là, c'en était vraiment trop. Devant ma stupeur, il a bien voulu s'expliquer. Le secret de tout bon bibliothécaire est de ne jamais lire, de toute la littérature qui lui est confiée, que les titres et la table des matières. Celui qui met le nez dans le contenu est perdu pour la bibliothèque, m'apprit-il. Jamais il ne pourra avoir une vue d'ensemble. Le souffle coupé, je lui demande « Ainsi vous ne lisez jamais un seul de ces livres ? Jamais ! À l'exception des catalogues. Mais vous êtes bien docteur, n'est-ce pas ? Je pense bien. Et même privat docent de l'université pour le bibliothécariat. La science bibliothécaire est une science en soi, m'expliqua-t-il. Combien croyez-vous qu'il existe de systèmes, mon général, pour ranger et conserver les livres, corriger les fautes d'impression, les indications erronées des pages de titres, etc. Le bibliothécaire de Musil, ainsi, se garde bien d'entrer dans les livres, mais il ne leur est nullement indifférent, comme on pourrait le penser, encore moins hostile. C'est au contraire son amour des livres, mais de tous les livres, qui l'incite à se cantonner prudemment en leur périphérie, de peur qu'un intérêt trop marqué pour l'un d'entre eux ne le conduise à négliger les autres. Si le bibliothécaire de Musil me paraît sage, c'est par cette idée de vue d'ensemble, et je serais tenté d'appliquer à toute la culture ce qu'il dit des bibliothèques. Celui qui met le nez dans les livres est perdu pour la culture, et même pour la lecture, car il y a nécessairement un choix à faire de par le nombre de livres existants entre cette vue générale et chaque livre. Et toute lecture est une perte d'énergie dans la tentative, difficile et coûteuse en temps, pour maîtriser l'ensemble. La sagesse de cette position tient d'abord à l'importance qu'elle accorde à l'idée de totalité, en suggérant que la véritable culture doit tendre à l'exhaustivité et ne saurait se réduire à l'accumulation de connaissances ponctuelles. Et la quête de cette totalité conduit par ailleurs à porter un regard différent sur chaque livre, en dépassant son individualité pour s'intéresser aux rapports qu'il entretient avec les autres. Ce sont ces rapports que le vrai lecteur doit tenter de saisir, comme l'a bien compris le bibliothécaire de Musil. Ainsi, comme beaucoup de ses confrères, s'intéresse-t-il plus aux livres sur les livres.
j'ajoute encore quelques mots sur quelque chose comme des indicateurs de chemin de fer qui doivent permettre d'établir entre les pensées toutes les communications et toutes les correspondances désirées. Sa politesse se fait carrément inquiétante. Il m'offre de me conduire à la salle des catalogues et de m'y laisser seul, bien que ce soit en principe interdit, les bibliothécaires seuls ayant le droit d'y travailler. Ainsi, je me trouvais réellement dans le sein des saints de la bibliothèque. J'avais l'impression, je t'assure, d'être entré à l'intérieur d'un crâne. Il n'y avait rien autour de moi que des rayons avec leurs cellules de livres. Partout, des échelles pour monter, et sur les tables et les pupitres, rien que des catalogues et des bibliographies. Toute la quintessence du savoir. Nulle part un livre sensé, lisible, rien que des livres sur les livres. Les communications et les correspondances, c'est bien cela que doit chercher à connaître l'homme cultivé, et non tel livre en particulier. De la même manière qu'un responsable du trafic ferroviaire doit être attentif aux relations entre les trains, c'est-à-dire à leur croisement et à leur correspondance, et non au contenu individuel de tel ou tel convoi. Et l'image du crâne renforce puissamment cette théorie selon laquelle les relations entre les idées importent beaucoup plus dans le domaine de la culture que les idées elles-mêmes. Sans doute pourrait-on critiquer la prétention du bibliothécaire à ne lire aucun livre, puisqu'il s'intéresse de près à ces livres sur les livres que sont les catalogues. Mais ceux-ci ont un statut tout à fait particulier, et se réduisent en réalité à l'état de liste. Et ils ont le mérite de faire apparaître visuellement cette relation entre les livres à laquelle doit se rendre sensible celui qui veut être capable, parce qu'il les aime à la folie, d'en maîtriser simultanément un grand nombre. Cette idée de vue d'ensemble, qui sous-tend la démarche du bibliothécaire, a une portée considérable sur le plan pratique. Car c'est sa connaissance intuitive qui donne les moyens à certains privilégiés d'échapper sans trop de dommages aux situations où ils pourraient être pris en flagrant délit d'inculture. Les personnes cultivées le savent, et surtout pour leur malheur, les personnes non cultivées l'ignorent, la culture est d'abord une affaire d'orientation. Être cultivé, ce n'est pas avoir lu tel ou tel livre, c'est savoir se repérer dans leur ensemble, donc savoir qu'ils forment un ensemble, et être en mesure de situer chaque élément par rapport aux autres. L'intérieur importe moins ici que l'extérieur, ou si l'on veut, l'intérieur du livre et son extérieur, ce qui compte dans chaque livre étant les livres d'à côté. De ce fait, n'avoir pas lu tel ou tel livre n'a guère d'importance pour la personne cultivée. Car si elle n'est pas informée avec précision de son contenu, elle est souvent capable d'en connaître la situation, c'est-à-dire la manière dont il se dispose par rapport aux autres livres. Cette distinction entre le contenu d'un livre et sa situation est fondamentale, car c'est elle qui permet à ceux que la culture n'effraie pas de parler sans difficulté de n'importe quel sujet. Je n'ai ainsi jamais lu Ulysse de Joyce, et il est vraisemblable que je ne le lirai jamais. Le contenu du livre m'est donc largement étranger. Son contenu, mais pas sa situation. Or, le contenu d'un livre est largement sa situation. Je veux dire par là que je ne me trouve nullement démuni dans une conversation pour parler d'Ulysse, parce que je suis capable de le situer avec une relative précision par rapport aux autres livres. Je sais ainsi qu'il est une reprise de l'Odyssée, qu'il se rattache au courant du flux de conscience, que son action se déroule à Dublin, en une journée, etc. Et de ce fait, il m'arrive fréquemment pendant mes cours de faire sans sourciller référence à Joyce. Mieux encore, comme nous le verrons plus loin dans l'analyse des rapports de force qui sous-tendent l'évocation de nos lectures, je me trouve dans la position de pouvoir sans honte évoquer ma non-lecture de Joyce. En effet, ma bibliothèque d'intellectuels, comme toute bibliothèque, est faite de trous et de blancs, ce qui en réalité n'a guère d'importance, car elle est suffisamment étoffée pour que telle place vide ne se remarque guère, tout discours glissant très vite d'un livre à l'autre. La plupart des échanges sur un livre ne portent pas sur lui, malgré les apparences, mais sur un ensemble beaucoup plus large, qui est celui de tous les livres déterminants sur lesquels repose une certaine culture à un moment donné. C'est cet ensemble que j'appellerai désormais la bibliothèque collective, qui compte véritablement. Car c'est sa maîtrise qui est en jeu dans les discours à propos des livres. Mais cette maîtrise est une maîtrise des relations, non de tel ou tel élément isolé, et elle s'accommode parfaitement de l'ignorance d'une grande partie de l'ensemble.
de sorte qu'un livre cesse d'être inconnu dès qu'il pénètre dans notre champ perceptif. Et n'en rien savoir n'est nullement un obstacle pour en rêver ou en discuter. Avant même de l'ouvrir, la seule indication de son titre, ou le moindre regard sur sa couverture, suffisent à susciter chez l'homme cultivé et curieux une série d'images et d'impressions qui ne demandent qu'à se transformer en une première opinion, facilitée par la représentation que la culture générale donne de l'ensemble des livres. Ainsi, la rencontre la plus furtive avec l'un d'eux, même s'il ne l'ouvrira jamais, peut-elle être, pour le non-lecteur, le début d'une authentique appropriation personnelle ? Et n'y a-t-il pas, à la limite, de livres inconnus qui ne perdent ce statut dès la première rencontre ? La particularité de la non-lecture du bibliothécaire de Musil est en effet que son attitude n'est pas passive, mais active. Si de nombreuses personnes cultivées sont des non-lecteurs, et si, à l'inverse, de nombreux non-lecteurs sont des personnes cultivées, c'est que la non-lecture n'est pas l'absence de lecture. Elle est une véritable activité, consistant à s'organiser par rapport à l'immensité des livres, afin de ne pas se laisser submerger par eux. À ce titre, elle mérite d'être défendue, et même enseignée. Rien, évidemment, en tout cas pour un œil non exercé, ne ressemble davantage à l'absence de lecture que la non-lecture. Et rien ne semble plus proche de quelqu'un qui ne lit pas que quelqu'un qui ne lit pas. Mais une observation attentive des deux personnes face à un livre ne laisse aucun doute sur la différence des comportements et des motivations qui les soutiennent. Dans le premier cas, la personne qui ne lit pas ne s'intéresse pas au livre, mais livre est à entendre ici à la fois comme contenu et comme situation. Les liens qu'il entretient avec les autres lui sont tout aussi indifférents que son sujet. Et il n'est nullement retenu par la crainte, en s'intéressant à un seul livre, de donner le sentiment de mépriser les autres. Dans le second cas, la personne qui ne lit pas s'en abstient pour saisir, comme le bibliothécaire de Musil, l'essentiel du livre, qui est sa situation par rapport aux autres. Ce faisant, elle ne se désintéresse pas du tout du livre, bien au contraire. C'est sa compréhension du lien étroit entre contenu et situation qui la détermine à agir ainsi, avec une sagesse supérieure à celle de nombreux lecteurs, et peut-être en fait, si l'on y réfléchit, plus respectueuse du livre.